Bonjour à tous, vous êtes sur la Gazette de l'Abîme et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir une seconde fois le psychiatre et addictologue Ansgar Rougemont. Ansgar que j'ai déjà accueilli une première fois l'année dernière à l'occasion de la sortie de son livre Vampirocène, un ouvrage que je continue de recommander à quiconque s'intéresse à la question du traumatisme, de son intégration et des répercussions que le traumatisme peut avoir aussi bien sur les individus que sur les collectivités. Ansgar, je l'ai rencontré il y a quelques années dans les sphères psychédéliques, mais dans cette émission de psychédélique, il sera relativement peu question, puisque le sujet qui amène la conversation que je m'apprête à vous présenter, c'est celui de la culture de conscience. Alors qu'est-ce que c'est que la culture de conscience? Figurez-vous, imaginez-vous que à l'issue d'une thérapie, à l'issue d'une investigation des états modifiés de conscience, que ce soit par psychédélique, état de transe ou autre, ce sont souvent des espaces qui permettent d'accéder à une forme d'enseignement, une forme de reconnexion aux sphères intuitives, aux sphères émotionnelles, aux sphères visionnaires, aux sphères spirituelles. Et dans un monde où notre façon d'agir est essentiellement drivée par le mental, par l'intellect, il nous semble plus que nécessaire aujourd'hui de se reconnecter en quelque sorte à notre écologie intérieure. Et c'est d'écologie intérieure et par extension de culture de conscience à amener dans les sphères publiques dont il sera question dans cet entretien. Alors avant de passer aux hostilités, comme d'hab, je vous rappelle que la Gazette de l'Abîme, c'est un média indépendant qui n'existe que grâce au financement de ses contributeurs. Nous avons une page Tipeee, grâce à laquelle vous pouvez nous financer à la hauteur de vos moyens et de vos envies. Nous remercions bien évidemment toutes les personnes qui ont déjà contribué, celles qui s'apprêtent et qui comptent le faire. Et puis voilà, sans transition, la Gazette de l'Abîme, Ansgar Rougemont, la culture de conscience, tout de suite. Bonjour Ansgar, Bonjour Balthazar. merci de me rejoindre une seconde fois sur la chaîne de la Gazette de l'Abîme pour un nouvel entretien qui va porter autour d'un sujet qu'on va définir ensemble hein, et qu'on va peut-être définir jusque dans le titre qui est la culture de la conscience ou la culture de conscience. Nous nous sommes rencontrés, pour rappel, autour de la question des psychédéliques, de leur usage et de leur potentiel thérapeutique, qui est une rencontre qui a abouti à un spectre un petit peu plus large, qui a été l'occasion de notre premier entretien l'un avec l'autre, autour de la question du traumatisme, notamment la façon que tu as eu de traiter cette question-là avec ton livre Vampirocène, qui parlait des structures traumatiques des individus les plus fréquemment rapportés en Occident. Et aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, nous avons choisi ensemble d'adopter un prisme encore plus large pour parler de la culture, de ce qu'on peut appeler la conscience. Alors, on va voir ensemble, puisque c'est une terminologie sur laquelle il faudra peut-être mettre l'attention. Est-ce qu'on appelle ça la culture de conscience? Est-ce qu'on appelle ça la culture de la conscience? Nous verrons ensemble. Mais avant toute chose, j'aimerais te laisser la parole pour peut-être euh, comprendre un petit peu mieux ce que tu envisages à partir de ce concept-là, la culture de conscience ou la culture de la conscience. Donc, merci pour cette introduction. Merci Balthazar de me laisser le temps d'échanger avec toi sur ce sujet qui pour moi est d'une importance vraiment primordiale. Comme j'essaie d'expliquer aussi dans mon livre,
Les choses qu'on vit au cours de notre vie, notamment pendant l'enfance, ça formate notre manière de penser et nos émotions, notre manière d'être en lien avec le monde, avec nous-mêmes, de manière hautement significative. Et mon but, c'est de développer une prise de conscience par rapport à la manière dont notre conscience est formatée. Et pour moi, la crise collective qu'on vit actuellement, c'est avant tout une crise de conscience ou de la conscience humaine. Et c'est pourquoi je trouve que c'est vraiment très important d'essayer de comprendre et de mettre la lumière sur ces phénomènes. Mhm, d'accord. Oui, je crois que tu n'es pas le seul, me semble-t-il, et tu me corrigeras si je me trompe, mais à avoir parlé du principe de métacrise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on rencontre toutes sortes de crises, des crises identitaires, des crises économiques, des crises environnementales, des crises par rapport ne serait-ce qu'à l'avenir de l'humanité, par rapport aux outils qu'on développe, l'intelligence artificielle, pour ne citer qu'elle. Et ce que tout cela semble indiquer, c'est qu'il y a peut-être aujourd'hui une nécessité d'investigation de qui nous sommes, de la façon dont nous sommes structurés en tant qu'individus, et qui s'avère nécessaire pour appréhender un avenir vivable, en quelque sorte. En effet, donc le terme métacrise, j'ai entendu avec Benjamin Castillo de la New World Foundation, que j'apprécie beaucoup. C'est vraiment de reconnaître, c'est pas on n'a pas des problèmes dans quelques domaines qu'on nomme souvent, à savoir l'écologie et les crises humanitaires, mais ça concerne la globalité un peu des institutions, des entités qui sont à la base de notre civilisation. Donc vraiment une crise civilisationnelle globale, hein, que moi j'appelle dans mon livre le vampirocène. Donc c'est pas l'anthropocène qui est en difficulté, mais c'est le vampirocène qui vit son apogée. C'est comme ça que je l'entends. Et pour moi, c'est toujours de comprendre, mais comme à la base, comment c'est possible qu'on est tous collectivement engagés dans une sorte de folie, hein, qui amène vers une crise, une métacrise, une extinction, hein, la fin probable peut-être de notre espèce. Comment c'est possible alors que nous sommes des êtres intelligents, capables d'autoréflexion? Hein. Et je pense là, il y a le problème, c'est là, il y a la crise de conscience qui se montre, parce que malgré nos capacités de réflexion et d'intelligence, il y a un biais quelque part, il y a une sorte de perturbation profonde, hein, qui fait que malgré nos capacités aussi technologiques, on pourrait créer un monde vraiment meilleur. Malgré toutes nos capacités, on fait juste le contraire et on s'enfonce dans une métacrise. Et selon toi, ce biais, cette disharmonie de départ, si je suis le fil de notre précédent entretien, il provient de la question du traumatisme non intégré d'abord chez l'individu. Pour rappel, notre entretien précédent portait sur ton livre dans lequel tu exprimais que, si je fais une énorme synthèse, parce que c'est un bouquin charnu, c'est un bouquin qui développe avec beaucoup de précision le sujet, mais si j'en fais une synthèse vraiment très schématique, dans la compréhension que tu donnes de la question du traumatisme, en fait, quelque chose, c'est une faille, en gros, qui se crée chez un individu, qui crée une séparation, une forme de dissociation entre ces parts émotionnelles qui sont souvent mises sous le tapis de façon à présenter une image de soi aussi attractive que possible, mais qui crée un déséquilibre parce qu'il y a une forme de mensonge quelque part sur la nature complète de l'être. Et ce que tu exprimes dans ce bouquin, c'est que cette dissociation de départ chez l'individu se répercute sur le collectif, soit sur le champ familial, soit sur le champ de professionnel, soit sur l'organisation sociale en règle générale. Ce que je comprends ici, c'est que
c'est pour toi le point de départ des métacrises que nous rencontrons, de la métacrise que nous rencontrons aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc, d'abord, la petite remarque que j'ai la bonne nouvelle de pouvoir annoncer que mon livre va paraître l'année prochaine en France. Donc, je suis en contact avec une maison d'édition et c'est en train de se préparer. Hein. Je communiquerai d'autres détails dès que c'est un peu plus avancé. Ça sera aussi donc publié, souhait pour moi très cher en français prochainement. Et c'est vrai que tu as bien résumé les postulations de mon livre. Et pour moi, c'est important quand on parle de trauma, hein, parce que c'est une cassure traumatique à la base qui rend l'espace de conscience un peu biaisé de manière profonde. Pour moi, c'est important de rappeler que cette cassure du trauma, ça fait tellement mal, hein, c'est des événements qu'on n'arrive pas à digérer, ne pas intégrer, et donc on le met de manière instinctive, sans prise de conscience de cela, on met dans un tiroir de la dissociation, on appelle ça l'amnésie dissociative, et le problème est par la suite, la personne, elle sait même pas qu'elle est traumatisée, hein, parce que les choses essentielles du trauma, elles sont cachées pour se protéger. Elle peut seulement fonctionner dans un mode de survie parce qu'elle met l'évidence, le souvenir, la mémoire traumatique loin. Et on peut prouver ça aujourd'hui avec les neurosciences, hein, c'est établi. Et par contre, la personne va continuer à vivre en croyant que tout va bien. Elle va même essayer de se prouver que tout va bien. C'est ce qu'on appelle la partie à part. Mais elle ne se rend pas compte que toute sa manière de voir la réalité, de se faire un avis, une opinion, d'interpréter les données, mais aussi surtout, et c'est ça qui est très profond, sa manière d'être en relation avec les autres, hein, aussi sa sexualité, être attiré par certaines personnes, hein, ça va être profondément formaté, influencé par ces expériences traumatiques. Et ça amène un grand biais de perception, hein, et de tout le raisonnement, l'intellect et l'émotion, l'intuition est biaisé. Et c'est ça qui est pour moi à la base de la crise de conscience qui amène que les gens vont trouver normal de vivre dans un monde qui est maltraitant et qui vont eux-mêmes, puisqu'ils trouvent ça tellement normal, contribuer un peu sans vraiment le savoir et le réaliser à être acteurs, actrices dans la maltraitance, par notre manière de consommer, par notre manière de travailler, par notre manière d'être en relation autour de nous. On répète toujours encore et en plus la maltraitance autour de nous. Et je me souviens d'ailleurs que c'était un point d'inquiétude pour toi en fin de ton ouvrage que de dire justement que cette dimension traumatique non intégrée et qui dissocie l'individu était probablement à l'origine, me semble-t-il, de tes plus grandes inquiétudes vis-à-vis de l'intelligence artificielle qui est conçue par une société qui ne travaille pas suffisamment sur ces traumatismes et qui donc crée une intelligence artificielle qui elle-même aborde, enfin, travaille à la, comment dire, qui est fabriquée avec ce mode de perception-là. Oui, en effet, ça c'est ma grande crainte, et je suis pas, bien sûr pas le seul, et on peut déjà voir beaucoup d'exemples qui pointent dans cette direction-là, que l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui vient encore amplifier les tendances de tromperie et de manipulation. Et parce qu'en quelque sorte, on est dans une culture qui fonctionne par la dissociation, donc elle a besoin de mettre en avant un mensonge, l'image, par exemple, de la personne immaculée, vainqueur, à qui tout réussit, ce qu'on voit partout dans les médias, dans social media. On se présente sous le meilleur jour, et c'est ça qui marche. Et c'est ça qu'on demande. Il n'y a pas d'ouverture à la vulnérabilité, il n'y a pas d'ouverture à l'ombre. On ne peut plus faire des erreurs de tous les côtés. Il n'y a pas de culture d'erreur dans notre société en ce moment. Et donc tout le monde est poussé toujours plus et plus à prétendre que tout va bien. Et que je maîtrise tout et je gère tout et il n'y a pas d'erreur de mon côté. Malheureusement, l'IA, elle fait la même chose si on veut. Il y a déjà des expériences qui montrent que l'IA est capable de tromper, mettre des articles, des argumentations ensemble pour défendre un certain point de vue. Le grand problème est énorme que à partir de maintenant, dans peu de temps, on ne peut plus se fier à ce qu'on voit sur un écran.
Ça peut être manipulé de A à Z, les photos, les images, les vidéos. On ne pourra plus se baser là-dessus comme des preuves. Parce que tout ça, ça peut être manipulé et dans tout et n'importe quelle direction par l'intelligence artificielle. Mhm. Mhm. Alors l'intelligence artificielle, c'est un point parmi d'autres, peut-être que, notamment un que ta réponse m'invite à aborder ici, qui est peut-être ce qu'on pourrait appeler la cancel culture, qui serait un point intéressant à évoquer par rapport à cette division entre les parties apparemment normales et les parties émotionnelles, puisqu'on a vu ces dernières années il y avait un fractionnement de plus en plus important des individus les uns par rapport aux autres, où il y a, à mon sens, et ça c'est ce que les réseaux sociaux montrent énormément, une tendance à se séparer et articuler notre perception de l'autre sous la forme des victimes et des bourreaux, par exemple. Et de voir que lorsque quelqu'un se rend coupable de quelque chose euh, qui n'est pas validé par une certaine forme de doxa, etc., il peut y avoir des moments où justement une personne va être évincée presque du monde social. C'est quelque chose qu'on peut voir souvent chez les personnes un petit peu célèbres. Qu'est-ce que tu penses de ce principe-là? Qu'est-ce que tu penses du principe d'exclusion, voilà, de la cancel culture? Est-ce que pour toi, il y a un lien entre les sujets que tu abordes et cette façon que nous avons de traiter celui qui se rend coupable, celui ou celle qui se rend coupable euh, et qui se trouve jugé sur la place publique? En effet, ce que tu évoques là, c'est aussi un grand problème de la conscience collective, que nous sommes dans un fonctionnement intellectuel qui est hautement complexe, hautement diversifié, où on a beaucoup de concepts qu'on peut solliciter pour expliquer une chose ou contre-argumenter, hein. Et donc, on se trouve une sorte dans un labyrinthe et dans une surpuissance intellectuelle, hein, mais on a un peu perdu le contact avec l'essence de ce que j'appelle dans la phénoménologie, la gestalt, les choses qui sont vraiment à la base de notre intérêt, de notre quête, en quelque sorte. On veut, on veut savoir qu'est-ce qui se passe, quels sont les problèmes, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller mieux. C'est ça la base, hein. Et, après, on risque de se perdre, hein, et dans une dynamique de division et de contestation qui est infinie en quelque sorte et qui nous dessert profondément tous. Parce que on peut se perdre dans ces labyrinthes intellectuels et c'est toujours en quelque sorte facile d'attaquer quelqu'un d'autre, hein, qui se montre, qui dit une chose et que on trouvera toujours des arguments à se défouler sur cette personne, hein. Et ça, c'est ce qui se passe vraiment très très fréquemment sur les réseaux sociaux. Donc moi j'appelle à la prudence par rapport à ça et de vraiment se demander globalement, la question est très simple, hein, ça c'est une question phénoménologique. Est-ce que je me trouve dans une dynamique de unir, hein, d'essayer d'unir les choses, de trouver des points communs, hein, par rapport à qu'est-ce qui est important pour nous en tant qu'être humain et espèce humaine en difficulté? Ou est-ce que je me trouve dans une dynamique de division? Et c'est déjà ça la question de fond, de se poser la question avec les choses que j'entends, je comprends et je fais. Est-ce que je suis plutôt en train de amplifier la division et d'être acteur dans cette dynamique-là? Ou je suis plutôt en train d'essayer d'unir et de mettre les choses ensemble pour une compréhension holistique, profonde de l'essence? Est-ce que ce serait pas peut-être une sorte de première définition de ce qu'on pourrait appeler la culture de la conscience, ou de la culture de conscience, de partir du principe qu'il s'agit désormais de créer des ponts, des convergences, plutôt que des murs et des divergences entre les individus, que soient leurs orientations sexuelles, quel que soit leur traumatisme, quelle que soit leur position politique, quelle que soit leur nécessité. Est-ce que c'est un point de départ pour toi, ce que peut être le développement d'une culture qui a vocation à mieux nous connaître et peut-être partir du principe que l'autre est toujours une projection de nous-mêmes, qu'elle soit une projection agréable ou désagréable. Moi, j'ai cette tendance à croire que euh,
le bien et le mal dans toute leur amplitude existent dans chaque individu, toujours très inquiété par les phénomènes de soit de diabolisation, soit de divination, soit de mise sur un piédestal de tel ou tel individu, parce que c'est quelque chose qui me semble forcer certains courants idéologiques, qui peuvent être d'ailleurs très très variés, mais qui ont tendance à restreindre le champ des possibles à partir du moment où on va dire que à partir du moment où on n'est plus capable de considérer qu'avant toute chose nous sommes des humains, qu'avant toute chose nous sommes des êtres composés d'affects. Est-ce que c'est pas un point de départ pour toi pour considérer cette question de la culture de la conscience? J'essaie de répondre aux choses que tu amènes. La culture de conscience, comme je l'entends, euh, et là je me réfère au philosophe allemand Thomas Metzinger, qui a développé ce terme en allemand, Bewusstseinskultur, hein. Et lui il dit très clairement, cette culture de conscience, elle se considère être dans la suite du projet des Lumières, hein, des Lumières européens, courant philosophique du XVIIe, XVIIIe siècle, des noms comme Voltaire, Diderot, Descartes, Kant, tous ces gens-là, bien d'autres, hein, qui ont vraiment œuvré, travaillé, lutté fort pour amener ce qu'on peut appeler le progrès et la lumière et la vérité en quelque sorte dans la société humaine. Ils ont mené vraiment des combats importants. C'est pour moi très utile de relire un peu ce qui s'est passé pendant cette période-là. Thomas Metzinger, le philosophe allemand, il dit que le projet des Lumières s'est enlisé ça a été abandonné et on est devenu à nouveau une société, une civilisation obscure, comme au Moyen Âge. Au lieu d'aller vers la lumière, de vraiment chercher qu'est-ce qui est vrai, hein, on se perd dans des choses, des manipulations, notamment aussi du côté du scientisme, hein, donc du regard scientifique qui devient trop déconnecté de l'objet de l'observation, hein. Ça aussi, c'est une critique qu'on doit faire. Le projet des Lumières, c'était d'essayer de comprendre de quoi est fait le monde, hein, en s'inspirant notamment de la nature. Donc beaucoup de ces idées sont devenues de l'observation des peuples amérindiens. Une forte influence des découvertes aux États-Unis, ce contact avec ces populations là-bas. Et on s'est inspiré un peu des connaissances scientifiques aussi, c'était très important, Newton, pour comprendre de quoi est fait le monde. Et bien sûr, il y a eu des erreurs aussi de matérialisme, là, mais à la base, c'était la question qu'est-ce qui est important dans la vie, qu'est-ce qu'il faut comprendre, dans quelle direction est-ce qu'on veut aller en tant que société. Et je suis d'avis, je suis pas le seul, que ce projet d'aller vers la lumière, la connaissance, l'équité, été abandonné par la suite et nous vivons actuellement une période d'obscurité. Quand tu dis que ce projet de lumière a été abandonné, pour toi, c'est au profit de quoi? Je pense que c'est comme toujours, hein, comme il y a une sorte de nouvelle pensée, une sorte de révolution d'idées qui a lieu. C'est très attirant d'abord parce que c'est un peu une perspective d'un meilleur monde, de lumière, de liberté, de partage. Ça appelle les cœurs des êtres humains comme une nouvelle religion qui se crée et qui a par la suite beaucoup d'adeptes. Et par la suite, comme souvent, puisque les gens font pas vraiment le travail jusqu'au fond, se questionner eux-mêmes, leur motivation, leur traumatisme, ils utilisent un peu cet élan dans des jeux égotiques. Et que ça, c'est un peu observé un peu partout. Toutes les religions au début, ou toutes les révolutions, il y a un élan positif, humaniste, idéaliste qui a beaucoup attiré de gens. Et par la suite, ça s'est perdu parce que les gens qui ont pris le pouvoir là-dedans n'ont pas fait le travail de leur côté par rapport à leur ombre, par la conscience qui est quand même formatée par leur propre traumatisme. Et par la suite, il y a un mécanisme de prise de pouvoir, hein, qui agit par la manipulation,
par l'intimidation, par la séduction, comme je décris dans mon livre, le vampirisme, hein. Séduire et menacer, hein, ça c'est les recettes pour accumuler le pouvoir. Et malheureusement, on voit ça quasiment quand on regarde l'histoire de l'humanité, à chaque fois qu'il y a une nouvelle idée, on voit ça notamment aussi dans le domaine des psychédéliques, hein, aussi, amené par beaucoup comme un espoir énorme, une ouverture importante. Et quand on ne fait pas attention sur le mindset, la conscience des personnes qui œuvrent là-dedans, à vous, on trouve dans le risque, ça devient un mouvement sectaire où il y a du gourouisme, où la manipulation, toutes ces formes jusqu'à la torture. Jusqu'à la torture, est-ce que tu peux spécifier? Bah, c'est juste, on sait aussi qu'on peut torturer les gens avec des psychédéliques, hein, et ça a déjà eu des programmes de recherche sur les psychédéliques aux États-Unis, le programme MK Ultra, où ils ont donné des psychédéliques dans un tel contexte, une telle intention que les gens étaient traumatisés graves. On le sait, ça peut arriver. Pour en revenir à la question de la culture de la conscience, puisque tu évoques la question psychédélique, moi j'ai vu dans l'expérience psychédélique une façon de se reconnecter aux parts invisibles de l'être. Une façon d'aller au-delà justement de ce que l'ego peut fabriquer comme structure qui empêche notamment de voir les parts traumatisées d'un individu, d'explorer les mécanismes profonds aussi bien sur le champ physiologique que émotionnel, que sur le champ mémoriel ou que dans le champ visionnaire. Les psychédéliques servent à ça, en fait, à mon sens. Ils servent à aller au-delà de la petite ornière de notre état ordinaire de conscience. Ce qui, à mon avis, est le même principe que les techniques de transe, les techniques de méditation, introspection, la création artistique, thérapie psychologique, quelle que soit la forme qu'elle prenne. Et il me semble que quand on parle de culture de la conscience, l'idée c'est peut-être de faire venir de ce champ-là, dans la culture globale, l'idée que il existe au-delà de l'ornière dans laquelle on existe au quotidien, un lien avec les autres depuis les autres individus jusque au cosmos dans son entièreté. Et j'ai l'impression que c'est un mouvement qui travaille presque en lutte avec ce qui peut par exemple se passer dans les réseaux sociaux, dans les réductions du champ informatif des uns et des autres. On voit que voilà, il y a les réseaux sociaux par exemple, les biais de confirmation ont tendance à enfermer les individus sur leur propre perception en leur soumettant comment dire, un contenu qui va dans le sens de ce qu'ils valident, de ce qui les valide et ce qui empêche peut-être cette investigation. Et il me semble que la culture de la conscience, aujourd'hui, en considérant le cadre dans lequel on se trouve, les guerres, les conflits aussi bien à l'intérieur qu'à un niveau géopolitique, il s'agit avant tout de s'investiguer soi-même dans notre représentation du monde. Pourquoi est-ce que je ressens ce que je ressens? Pourquoi est-ce que je traverse ce que je traverse? Pourquoi est-ce que j'adopte tel comportement dont je sais qu'il est néfaste, mais je le réalise néanmoins? Qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que ça dit de ma structure individuelle? Et quels sont les enjeux de cette façon de vivre par rapport aux autres? Il me semble que la culture de la conscience, c'est une culture qui invite à travailler sur soi avec autant d'authenticité que possible pour densifier en quelque sorte l'être que nous sommes et faire la lumière autant que possible sur les ombres qui sont à l'intérieur de nous-mêmes et de façon à entrer plus en lien, plus en souplesse et plus en relation avec l'environnement dans lequel on habite. Est-ce que c'est un point de départ pour toi qui... Mhm. Donc, en effet, ce que tu évoques là, c'est à quoi bon tout ça, hein? Euh, pour répondre, peut-être j'aimerais juste présenter trois outils importants
pratico-pratiques qu'on déploie dans la culture de conscience, qui sont des outils de la phénoménologie, hein. Je les nomme comme trois choses. D'abord, c'est ce qu'on appelle époquet, hein. Ça, c'est la suppression du jugement quand on regarde une chose, quand on essaie de comprendre une chose. On doit être attentif à ne pas trop vite sauter sur un jugement, conclusion hâtive, de vraiment retenir son jugement et d'abord prendre le temps de bien observer, bien sentir, bien comprendre la chose qui nous intéresse. Ça, c'est Mhm. époquet. Un deuxième principe, c'est ce qu'on appelle la réduction eidétique. À savoir, on observe une chose et on enlève couche par couche une composante de cette chose-là qui nous intéresse, qui ne sont pas importants pour comprendre la chose profonde, à savoir la gestalt ou l'essence de la chose en question. Ça, c'est le deuxième principe, c'est la réduction eidétique. Et couche par couche les choses qui ne sont pas nécessaires à la compréhension de l'essence profonde. Et la troisième chose, c'est l'observateur qui doit faire cet effort-là, hein. Chacun D'accord. de nous, quand on veut se faire une idée sur un problème, ça peut être une personne, ça peut être un programme politique, ça peut être, notamment moi, en tant que psychiatre, la phénoménologie, elle m'intéresse pour comprendre quelle est l'essence de la souffrance humaine, hein. Mhm. La souffrance humaine, après, j'applique la réduction eidétique et l'époque pour arriver à la chose profonde, à savoir l'essence ou la gestalt de la souffrance humaine. Et dans ma compréhension, sur laquelle je paye passer des années de lecture et de recherche et de travail avec mes patients et avec moi-même, j'arrive à la conclusion, l'essence profonde de la souffrance humaine, c'est la déconnexion. On est déconnecté de nous-mêmes et des autres, et cette déconnexion est de l'origine traumatique. Ça, c'est ma compréhension phénoménologique de la souffrance humaine. Et dans ce sens, j'applique la culture de conscience pour arriver à ce genre de compréhension. Mais il y a encore une troisième chose qui est importante, qui fait partie aussi des principes de base de la culture de conscience, c'est ce que Thomas Metzinger il appelle l'honnêteté intellectuelle, hein. C'est très important de rester honnête et cohérente quand on fait ce genre de travail, parce qu'on pourrait utiliser aussi tous les outils, on a parlé avec le cancel culture, on peut utiliser toutes sortes de concepts intellectuels, hein, pour au final, se jeter à soi-même et aux autres du sable dans les yeux, à savoir de se tromper, à ne pas être honnête et de vraiment ne pas succomber à la tentation de se raconter une histoire dans laquelle je suis bien vu moi-même et que tout va bien, hein. Mais si cette histoire n'est pas vraie, on peut utiliser toutes les possibilités argumentatives, intellectuelles, et la technologie aussi des nouvelles médias pour quand même se raconter un mensonge. Et Mhm. ça, c'est très important. Quelque chose là avec la lumière, et la lumière, elle est évidente. Il y a la lumière et de l'autre côté de la lumière, il y a l'ombre. Les deux font partie de l'univers en quelque sorte. C'est ça qu'il faut déjà accepter. Mais à la base, il y a quelque chose qui est la lumière. Et ça m'amène aussi à dire quand même, il s'agit pour moi la lumière, ce que moi j'appelle, ça correspond, c'est la lumière, c'est un symbole pour ce que c'est la vérité. Mhm. Et pour moi, c'est important de souligner que moi je suis d'avis que il existe dans ce monde une vérité. Parce que j'entends beaucoup quand on discute avec les gens qui suivent d'autres valeurs, d'autres idéologies, souvent il n'y a pas de vérité absolue et en quelque sorte, si je sens les choses d'une certaine manière, je les comprends de cette manière, je peux m'identifier par exemple avec une idéologie de division fascistoïde, hein. Il y a beaucoup de gens intelligents, encore une fois, qui s'identifient avec une idéologie fascistoïde et qui ont plein d'arguments scientifiques et intuitifs pour dire ah oui, c'est comme ça le monde, hein. C'est peut-être pas un joli monde, mais il est comme ça. Et on doit l'accepter, on doit vivre avec, hein. Et moi, je dis là, il y a un problème, parce qu'à la base, quand on va vraiment à l'essence de ce que c'est le monde et l'univers, le monde vivant aussi, il y a quand même une certaine vérité qui, pour moi, qui est donnée par les animaux et l'observation de la nature et de nous-mêmes en tant qu'animal humain, social, capable d'autoréflexion. Et je peux faire la différence, et ça, encore une fois, la phénoménologie qui amène ça, que je dois reconnaître dans mon ressenti corporel, il y a des choses que je trouve agréables et que j'ai tendance à aller vers ces choses-là. Et il y a des choses qui sont désagréables et que je tente de les éviter.
hein. Et pour moi, cette évidence-là est en quelque sorte la boussole vers la vérité, en quelque sorte. Ce n'est pas quelque chose qui est accessible aux êtres humains. J'ai l'impression que les humains n'ont accès qu'à un champ réduit de la réalité et donc de la vérité. Il y a une vérité individuelle, subjective, mais j'ai l'impression que les réalités, et j'ai l'impression que c'est l'un des enjeux sociaux, c'est que la vérité de l'un vient s'opposer à la vérité de l'autre. Et à partir de là, en fait, j'aurais tendance à me dire, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction ici à se dire, en fait, il y a une vérité universelle, alors qu'il y a des individus qui entrent en conflit sur la représentation qui se font de la réalité. Mais c'est exactement ce que tu décris là très bien, et je le rencontre très souvent quand je discute avec des gens très intelligents, authentiques aussi, qui cherchent des réponses. C'est ça exactement cette difficulté-là, cette confusion de qu'est-ce que c'est la réalité, qu'est-ce que c'est la vérité. Pour moi, ça c'est l'expression de la dissociation structurelle traumatique qu'on a subie tous, qu'on a perdu ce lien direct, intuitif avec la vérité, qui, à mon avis, est celle d'une sorte, on fait partie de quelque chose de plus grand, et globalement est bienveillante et lumineuse. On peut appeler ça le divin ou l'amour universel, et on fait partie de cela. Mais nous avons perdu cette connexion, et pour nous, ce n'est plus une évidence. C'est un concept qu'on peut questionner, et qu'il y a quelqu'un qui dit le contraire. On n'est pas en mesure, en quelque sorte, de reconnaître qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qui est vrai. Parce qu'on est traumatisé, on est déconnecté de cette vérité. Et pour moi, c'est aussi, en quelque sorte, quand la culture de conscience, c'est aussi une méthodologie, hein, intellectuelle, et de travailler avec l'intellect et aussi avec l'intuition, qui nous amène vers ce que j'en peux appeler une spiritualité séculaire. À savoir une spiritualité qui évolue indépendamment de concepts religieux ou institutionnels ou étatiques, hein. À savoir que chaque être vivant est capable, et surtout l'être humain, est capable d'être en contact avec le divin, en quelque sorte, le plus grand. Et que nous avons perdu ce lien à cause de notre civilisation, des traumatismes culturels. Mais en quelque sorte, c'est l'idée avec cette culture de conscience de se réapproprier de ce contact direct, intuitif avec le divin. Et c'est ça le grand enjeu de la culture de conscience. Ce qui me semble être un sacré projet, parce que à l'heure actuelle, quand je vois les disparités qui existent au sein même d'une seule société de représentation de ce que peut être le divin, qui va de une instance supérieure à laquelle nous nous connectons, jusqu'à d'autres perspectives dans lesquelles le divin se réduit désormais à l'humain, un peu dans une continuité un peu de la pensée de Nietzsche depuis qu'il a déclaré que Dieu était mort. Il y a une espèce de réunion qui me semble être difficile ici. Et même dans la représentation, qu'on se fait de la réalité des choses, je ne peux pas m'empêcher de penser aux enjeux de la question LGBT, de la question d'identité sexuelle, de la question d'identité de genre, etc., dans lesquels aujourd'hui, ne serait-ce que la définition d'un homme et d'une femme devient sujette à débat. C'est-à-dire qu'il y a une espèce... Et c'est là où moi, je m'interroge sincèrement sur y a-t-il une vérité universelle? Y a-t-il un point de convergence encore accessible aux individus? Les représentations des uns et des autres semblent refermées sur elles-mêmes. Mais c'est là toute la difficulté. On est perdu dans un labyrinthe babylonique ou de confusion intellectuelle, hein. Et à un moment donné, la phénoménologie et la culture de conscience est nécessaire pour amener de la clarté. Je compare ça aussi toujours avec ce qui est écrit dans le livre Genèse de la Bible. Il décrit un peu la montée du néolithique de notre civilisation d'agriculture et d'élevage, de contrôle sur la nature. Ça, c'est apparu au moment où Adam et Ève, ils ont mangé de la pomme, de la pomme qu'il a offerte par le serpent. Et cette pomme leur a offert la clarté de comprendre eux-mêmes de ce qui est juste et ce qui est faux.
de ce qui est le mal et le bien. Ils ont été capables de voir ça. Et comme tu le sais, il y a aussi des hypothèses qui disent que cette pomme de la Genèse était probablement une substance psychédélique, hein. C'est un aliment qui contenait une substance psychédélique, un antéogène, et que ça a permis à clarifier, à développer un regard très clair sur la nature de l'univers et de la posture et la place de l'être humain là-dedans, en tant que faisant partie du divin. Et ce qui est très intéressant maintenant, c'est de voir quelle était la suite à cet événement, hein, que l'être humain a décidé de s'auto-punir. Donc on a par la suite l'être humain, Adam et Ève, ont été punis pour d'avoir dépassé cette frontière-là, d'avoir accès à la connaissance du divin. Et ils ont été chassés du jardin Éden et ils ont dû commencer à travailler, à souffrir et avoir beaucoup de douleurs dans leur existence. Et ça, c'est en quelque sorte la montée de notre culture traumatogène qui est décrite dans la Bible. La culture de conscience, c'est pourquoi c'est important dans ce contexte-là. Ce qu'elle veut, en principe, elle veut amener les êtres humains à renouer avec cette expérience du livre Genesis où, à travers des techniques mentales, mais ou peut-être aussi à travers les psychédéliques, on accède à nouveau à la compréhension du mal et du bien, comme une évidence naturelle incontestable. Et c'est ça, à mon avis, que veut faire la culture de conscience. Et c'est pour ça, c'est un programme, hein, disruptif, parce que ça mène à donner l'autonomie épistémologique à l'individu pour se connecter à la vérité qui dit que nous, on fait partie d'un grand divin et qu'on doit par la suite agir en fonction de cette compréhension. Je te rejoins sur l'idée aussi que, en fait, une expérience psychédélique a tendance à lever euh, beaucoup des schémas culturels, beaucoup des pressions extérieures, les systèmes de croyances. J'ai tendance à penser qu'un individu, dans le champ social, il se forge en fonction de son nom, de son identité sexuelle, du cadre socio-économique dans lequel il évolue, à partir du cadre religieux dans lequel il évolue, qui sont autant de pressions qui vont peut-être parfois devenir des éléments qui vont l'empêcher de se connecter à lui-même. Et j'ai l'impression que lors d'une expérience psychédélique, tous ces systèmes-là s'évaporent dans une certaine mesure pour permettre à l'individu de retrouver sa part animale, sa part spirituelle, sa part intuitive. Et j'ai l'impression que quand on parle de culture de conscience, ce qu'on encourage ici, c'est justement de permettre à l'individu de se reconnecter à son fort intérieur, à, à ce qui fait, ce qui est souverain en quelque sorte en lui-même avant qu'on lui dise non, il faut que tu travailles dans telle entreprise, il faut que tu te coupes les cheveux, il faut que tu fasses telles études, etc. En fait, c'est ce qui permet à l'individu de retourner au point de départ. Et j'observe aussi que c'est une expérience qui souvent, avant d'amener au point de départ, confronte l'individu à tous les éléments qui peuvent bloquer cette accession à cette essence dont tu as parlé. Et j'ai l'impression que le travail de culture de conscience, c'est de revenir à cette essence, revenir à une forme d'authenticité, au moins une vérité subjective. Je ressens ça, j'éprouve ça, j'ai telle aversion, telle avidité, mais je reconnais ce que je suis et à partir de là, je me repositionne dans le monde avec comme point de départ non pas telle croyance qui a été inoculée en moi, mais sur la base de mon mouvement vital primordial. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne pour toi? Oui, oui, en effet, ben, tu résumes un principe avec ce que tu décris là,
le principe de base de la phénoménologie qui est de retourner aux choses mêmes, retourner à la source, hein, et retourner à l'importance de l'expérience vécue. C'est l'expérience subjective qui est la plus grande autorité épistémologique d'un être humain, en quelque sorte. Et après, bien sûr, on peut formater cette expérience personnelle par une certaine réalité matérielle dont nous sommes tributaires, nous devons tenir compte. Mais à la base, psychédélique, ça nous amène à nous connecter avec, comme tu dis, le fort profond, profonde de qui nous sommes. Et nous découvrons souvent pendant ces expériences-là que nous sommes bien plus que une telle et telle employé qui remplit sa tâche telle et telle manière, on a des rôles dans le contexte familial, associatif, sociétal, politique, etc. On est bien plus que cela, hein. Et cette chose-là, cet être-là profond, il s'agit d'aller au contact et à savoir quel est en quelque sorte le sens derrière tout ça pour nous. Et dans ce sens-là, la phénoménologie, la culture de conscience est en quelque sorte disruptif parce que on encourage l'individu à développer l'autonomie et la responsabilité pour sa propre vie. Et donc ça va à contre-courant avec le mouvement sociétal général où il y a beaucoup de conformisme, beaucoup de contrôle. On a tendance à de plus en plus contrôler et évaluer chaque chose, ce que font les gens, et que la phénoménologie de la culture de conscience, elle amène en quelque sorte l'individu au milieu de l'intérêt et de la responsabilité qui en découle. Et peut-être une chose encore, on peut être tenté de dire, ok, mais ça me plaît beaucoup la phénoménologie parce que je suis un peu ma dernière autorité, ma plus haute autorité, c'est que je ressens et ce que je comprends les choses. Mais il y a là aussi un piège, hein, et c'est pourquoi un autre rôle très important, un autre principe, c'est l'honnêteté intellectuelle, hein. Parce que je vois souvent aussi, notamment avec les psychédéliques, que certaines personnes prennent un peu comme ces principes de la phénoménologie, en disant, ok, maintenant j'ai compris, je suis divin, je suis traumatisé, je suis victime, donc maintenant je fais comme ça et comme ça et comme ça. Mais après, ils vont entrer dans une sorte de compréhension biaisée, égotique, hein, à savoir, ils vont se raconter une histoire qui leur plaît en tant que victime, que personne spéciale, en tant que héros, psychonaute, hein. On entend beaucoup ça, mais ils vont pas aller l'honnêteté intellectuelle, tourner leur récit, leur identification pour dire est-ce que c'est vrai ou faux. Et c'est ça un travail de confrontation avec soi-même, avec ces zones d'ombre qui est très important. Et je vois beaucoup de gens aussi dans le domaine psychédélique qui l'évitent toujours et encore. Il y a quelque chose dans cette expérience, me semble-t-il, lorsqu'elle est réussie, lorsqu'elle est guérissante, lorsqu'elle permet de restructurer, enfin pas de restructurer, de permettre à un individu d'accéder à sa structure profonde. Il me semble que le travail est réussi à partir du moment où l'individu réalise d'une part la noblesse et d'autre part l'humilité entre lesquels il se trouve. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a accès à une expérience antéogène, c'est-à-dire qui donne accès au divin en soi, on peut comprendre le côté guérisseur, ouais, puisqu'on retrouve la force divine qui s'exprime à travers soi, mais il peut y avoir aussi une inflation de l'ego, en gros, qui va se faire à partir de là où j'ai voyagé plus loin que les autres, j'ai compris plus que les autres et venir, du coup, là aussi, devenir, ou tenter de devenir une sorte de figure d'autorité placée au-dessus des autres individus. Alors que le fait de rester dans cette espèce de polarité entre la noblesse, la souveraineté de l'expérience et puis en même temps la grande humilité qui est celle de réaliser que oui, on est un objet unique, on est un objet divin, mais on est un objet qui existe dans un écosystème qui est plus vaste que soi, semble être un bon point de départ, justement. Réappréhender le monde dans ce qu'il a de plus ordinaire, dans son fonctionnement le plus classique, le réappréhender d'une façon plus saine à la fois pour soi et à la fois pour les autres. Oui, c'est
Pas trop te répondre à cette synthèse que tu amènes. Oui. Bah, est-ce qu'on peut dire que c'est voilà, est-ce que moi la question que j'ai envie de te poser est peut-être une réflexion euh, euh, pour une application dans la vie de tous les jours d'une culture de la conscience, sur la base de ces enseignements-là, qu'on peut ressentir de façon extrêmement subjective, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour poser les bases de cette culture de la conscience, non pas simplement à destination des psychonautes qui ont pris toutes les substances possibles et imaginables, non pas forcément pour les universitaires, je sais pas, les chamans ou les ecclésiastes, mais simplement vraiment pour tout le monde. Quels sont les éléments de départ qu'on peut mettre pour justement mettre... si on part du principe que c'est euh, l'individu qui est le point de départ de la structuration d'une société, etc., qu'est-ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui, à destination d'absolument tout le monde, pour faire rentrer cette culture de conscience? Ouais. Donc, comme nous avons dit au début, tout au début de notre échange, question de la culture de conscience et de l'absence de culture de conscience qu'on constate est le problème le plus important de notre ère. Si on n'arrive pas à avancer par rapport à ça, à trouver des solutions à ce problème, on va probablement disparaître, hein, parce que la IA va nous tromper et on ne sera pas capable d'identifier cette tromperie. Donc l'idée, c'est que chaque être humain apprend à l'école, au foyer, dans les familles, dans l'éducation, à se servir de son intellect pour faire la différence entre ce qui est vrai et faux. C'est un excellent point de départ. Comment est-ce qu'on pourrait insuffler cette éducation-là aux enfants? Voilà. Donc, à mon avis, il faudra comment on fait du yoga pour le corps et l'âme. Les gens pratiquent du yoga pour rester souple, en quelque sorte, ne pas être figé, calciné dans un corps qui est rigidifié. On doit faire le même effort de maintenir la souplesse intellectuelle et émotionnelle au niveau de notre conscience, de notre esprit. Et donc, comme on a des cours de yoga que beaucoup de gens font, ce qui est une bonne chose, on devrait aussi proposer des cours de culture de conscience dans les écoles où on apprend les mécanismes, les outils de base que dit Metzinger, notamment les hypoké, la réduction eidetique, l'honnêteté intellectuelle, dans des questions pratiques de la vie de tous les jours. Savoir, quand je lis un article, quand je regarde une vidéo, quand j'entends le programme politique, qu'est-ce que j'en pense réellement, hein? Quelles sont les choses qui émergent? À quoi ça fait appel? Et qu'on questionne ce processus, et on conseille aux enfants et aux jeunes adultes d'avoir une sorte de regard critique et d'essayer d'aller authentiquement à la source de leur compréhension. Mhm. Ne pas juste croire de ce qui est présenté dans une vidéo et quand on lit un article, que même ce soit un article scientifique, qu'on active notre raisonnement critique et notre ressenti aussi. Je me sens comment? Est-ce que ça sonne vrai ou faux? Quelles sont les questions qui me posent? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est essentiel? Est-ce que ça va plutôt vers la division entre nous ou est-ce que ça va plutôt nous unir? Mhm. Et pour moi, fil conducteur qu'on peut appliquer dans tout, et ça c'est aussi un postulat de Thomas Metzinger, c'est ce qu'on appelle the minimal negative phenomenological footprint, à savoir phénoménologique négatif minime. Ouais, il va falloir que tu détailles, que tu Ça, c'est un définisses un petit concept peu ce que c'est. vraiment très très important. La boussole dans notre orientation de cette manière de penser et d'agir, ça doit être géré vers réduire la souffrance. D'accord, ok. Réduire la souffrance. L'empreinte phénoménologique négative doit être tenue au plus bas niveau possible. On devrait dans toutes nos actions réfléchir, est-ce que ça va augmenter ou diminuer la souffrance chez les entités concernées? Mhm, mhm. Ça, c'est un peu la boussole de base dans tout cela. C'est ce que j'ai déjà mentionné avant, c'est aussi qui nous amène vers la vérité indéniable que chaque être humain et chaque animal porte et chaque plante, chaque être vivant porte. Il y a des conditions de vie qui sont plutôt agréables et il y a des conditions de vie plutôt désagréables. Et que nous avons tous
un guérisseur interne, en quelque sorte, qui veut nous amener à plutôt vivre des sensations, des états agréables que désagréables. Et ça, c'est vraiment très important qu'on reconnaît ça comme la base un peu de notre algorithme de vie. On tente vers les choses agréables et on a tendance à éviter les choses désagréables. Et c'est très important parce que c'est un regard biologique sur notre éthique en quelque sorte, qu'on met ça vraiment sur l'avant Mhm. Mhm. parce que c'est une sorte de boussole qui va nous guider pour trouver des réponses à des questions complexes. Est-ce que ça va augmenter la division et la souffrance ou est-ce que ça va plutôt diminuer la division et la souffrance? C'est ça la question que devait se poser pour chaque décision. Et en quelque sorte, la culture de conscience, elle tourne autour de cette question-là. Et le but, c'est de réduire la souffrance. Et Mhm. c'est pas un programme idéaliste, hein, c'est pas d'idéologie, c'est pas du communisme, c'est du socialisme ou de ésotérisme, c'est juste un principe de la nature que, à la base, on est capable de savoir qu'est-ce qui nous fait du bien et qu'est-ce qui nous fait du mal. Et Mhm. de s'orienter d'après cette compréhension-là. Ouais, c'est partir de ce sentiment, enfin de cette intention-là comme point de départ. Concrètement, moi, c'est ce que je pense déjà appliquer, tu vois, avec mes filles qui ont 5 et 7 ans, donc qui sont quand même des petites filles, avec cette question, face à quoi que ce soit, est-ce que face à tel ou tel sujet, est-ce que tu sens que ton cœur s'ouvre ou est-ce que ton cœur se ferme? C'est ce point de départ de, ok, est-ce que tu sens comment les choses peuvent te faire du bien ou comment est-ce qu'elles peuvent elles peuvent générer de l'appréhension. Et par exemple, à l'égard de la petite enfance, ça me semble être un point de départ utile pour rester connecté à sa propre biologie et sa propre vérité, sa propre intuition et et in fine, sa propre capacité à la survie. Ouais, c'est très intéressant que tu amènes l'expérience avec tes enfants parce que c'est en effet, les enfants sont beaucoup plus proches de la culture de conscience et de l'expérience phénoménologique pure que les adultes. Les adultes sont encore nés avec on appelle ça naïveté, décrit un peu comme la naïveté, un non instruit de l'enfant, mais il y a beaucoup de vérité là-dedans. L'enfant va être capable de dire assez intuitivement, sans trop réfléchir, qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qu'il faut. Comme tu le dis, qu'est-ce qui va vers du mieux ou vers le bien-être ou vers la division et la douleur. L'enfant est capable de nommer ça, hein, et par la suite, par notre culture, notre éducation, on casse cela malheureusement, et l'enfant par la suite est forcé par la dissociation traumatique de s'adapter, de se soumettre à des concepts abusifs du monde des adultes, et par la suite, il va perdre son intuition, son raisonnement intuitif et juste, et il va s'adapter à un monde des adultes de mensonges et de manipulation. Mhm. En quelque sorte, cette culture de la conscience, c'est peut-être aussi une invitation aux adultes de s'inspirer justement de cette plasticité, de cette souplesse qui est celle de l'enfance aussi. J'ai l'impression que les pratiques de yoga, les pratiques de méditation, elles invitent aussi à revenir à cette perception immédiate des choses. Qu'est-ce que ça fait dans le corps? Qu'est-ce que ça fait dans les émotions? Qu'est-ce que ça fait dans l'esprit? Qu'est-ce que ça dessine comme image dans mon imaginaire? Chose que fait effectivement absolument spontanément. Voilà. Et il y a un peu, ouais, ouais, je le comprends. Et puis en même temps, il y a cette, vas-y, pardon. C'est exactement ce que tu dis, c'est vraiment de honorer et de cultiver, hein, c'est une culture qu'on doit développer, le regard spontané, non biaisé, en direct, être dans le moment présent sans être parasité par toutes sortes de jugements qu'on a en tant qu'adulte. Nous sommes très parasités en tant qu'adultes par tous nos apprentissages traumatiques et on trouve ça normal. Et quand on regarde les enfants, ils sont encore dans quelque chose qui est beaucoup plus naturel, intuitif, juste et approprié. Après, peut-être juste encore une chose, on me dit toujours quand je présente ça, mais Ansgar, tu idéalises, c'est pas possible. Le monde fonctionnera jamais. Si tu veux que les gens fonctionnent comme des enfants, on va arriver où, hein?
Non, je suis d'avis qu'on peut, si on cultive ça avec nos capacités d'adultes, notre civilisation et notre technologie, on peut en effet créer un monde qui sera adapté à nos besoins réels, notre potentiel humain profond, et qui nous rapproche un peu de qu'on peut appeler d'une vie extatique et divine. Et je suis d'avis qu'on ne devrait pas décrier des gens comme moi qui disent ça comme... Mais non, on a les capacités avec la technologie qu'on a aujourd'hui de créer un monde dans lequel la plupart des êtres vivants sur cette planète peuvent vivre de manière assez agréable, voire très agréablement. Et ça serait le cas exactement si on enlève toute la civilisation humaine et on regarde un peu quelle serait la vie sur cette planète, on aura probablement beaucoup d'animaux, et peut-être un jour l'être humain fera partie de cet écosystème aussi, qui vont plutôt bien, qui trouvent à manger, qui trouvent à s'épanouir, qui font l'amour, qui partagent, qui vivent plein de choses agréables. Et c'est possible. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus des prédateurs et plus la mort et la maladie, tout ça, hein, ça, on ne peut pas enlever. Mais ça, c'est la différence aussi entre douleur et souffrance. Je pense que c'est important de rappeler la douleur, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever de l'existence humaine, conditions de vie, conditions humaines, comme la vieillesse, la maladie, les accidents, le deuil, les ruptures, ça peut arriver. Mais ce qui pose problème dans notre culture, c'est la souffrance. La souffrance est définie par tous les efforts qu'on fait pour ne pas ressentir la douleur. Et toute notre culture du vampirocène, en quelque sorte, est basée sur construire des sociofacts pour éviter à ressentir une douleur réelle. En construisant tous ces sociofacts-là, on génère quelque chose qui est la souffrance, parce qu'on doit contrôler et qu'on doit oppresser tout ce qui est en lien avec des évidences de la douleur. Ça ne me semble pas du tout idéaliste, au contraire, ça me semble être un projet vers lequel tendre, de rapporter de la souplesse, de rapporter de la plasticité, d'assouplir le monde plutôt que de le figer. D'autant plus, moi, c'est un sujet qui revient beaucoup, je trouve, notamment dans l'accompagnement psychédélique, quand on voit beaucoup de personnes qui peuvent être amenées à vivre cette expérience, qui peuvent souhaiter la vivre alors qu'elles ne l'ont jamais vécue, elles la vivent à un moment donné, ou alors elles sont appelées à la vivre parce qu'elles ressentent une certaine forme de rigidité dans leur vie. Le quotidien est identique depuis 20 ans, il ne fait que se durcir encore plus, etc. Et en fait, au contact de cette expérience-là, je retrouve une certaine forme de souplesse qui fait que je retrouve une certaine forme de vitalité dans le corps. Je décide de me mettre à la danse par la suite, je décide de me mettre à l'expression artistique, je décide de nommer ce que je n'ai jamais osé nommer dans ma structure familiale, dans ma structure intérieure, etc. Et me semble-t-il, c'est une progression vers plus de souplesse parce qu'il y a eu un contact avec l'entropie. Ce que moi j'appelle les forces dionysiaques par opposition aux forces d'Apollon en quelque sorte, qui sont structurantes mais qui à l'extrême peuvent devenir rigidifiantes. Et de l'autre côté, l'expérience. D'ailleurs, on parle de psychédélique parce que c'est par ce biais-là qu'on s'est rencontrés, mais on peut parler des danses spontanées, des systèmes de transe, de méditation, exploration de qui nous sommes. Et je crois que tout ça a pour vocation de nous ramener en lien avec le mouvement de la vie, qui est impermanent, qui est en transformation perpétuelle, que on fige par des attachements desquels on ne parvient pas à se libérer. Et je crois que la culture de la conscience ou de conscience, c'est justement de se reconnecter à ces mouvements premiers-là pour retrouver cette souplesse. Et comme tu le dis, c'est évidemment pas ce qui nous protégera de la maladie, de la douleur, de la perte, mais ce sont néanmoins des éléments du vivant, c'est néanmoins des éléments de la circulation du vivant, et cette acceptation et le fait, d'en quelque sorte, apprendre à surfer avec le mouvement des choses, plutôt que de lutter contre et d'essayer de créer des digues, c'est probablement, à mon sens, comme ça semble être le tien, le chemin vers plus de santé mentale et par extension
physique. Oui, en effet, de ce que tu résumes là, il me semble ça revient à cet appel des Lumières, hein, Kant l'a formulé sous forme sapere audere, ose voir la réalité, ose utiliser ta compréhension pour comprendre qui tu es et de qu'est-ce qui se passe autour de toi et prends la responsabilité par la suite. C'est ça l'appel des Lumières et c'est ça que je souhaite aussi amener dans mes livres, mes conférences avec les thérapies psychédéliques, que les gens sont encouragés de oser voir la réalité. Parfois, elle est très douloureuse, elle est pénible, mais il vaut mieux la voir et tenir compte que d'essayer de se raconter tout n'importe quoi, de sombrer dans un mensonge. Et dans ce sens que tu appelles ça, on se construit une sorte de civilisation qui évite la douleur et qui crée la souffrance, et globalement on appelle ça notre zone de confort. Et quand on regarde réellement cette zone de confort dans laquelle les gens évoluent, on voit qu'elle est rongée par la maladie psychique et corporelle aussi, et par la violence un peu omniprésente. Donc l'appel des Lumières et de la culture de conscience, c'est de oser voir la réalité et de sortir de la zone de confort, pseudo-confort, parce que c'est une zone d'inconfort à la base, et de entrer enfin dans une zone de confort qui est vraiment à la hauteur de nos possibilités, de notre potentiel. Et dans ce sens-là, la culture de conscience, elle fait le pont avec l'état paradisiaque du jardin d'Éden, duquel Adam et Ève se sont chassés eux-mêmes, hein, quand ils ont fait cette réalisation et qu'ils n'ont pas été capables en quelque sorte de l'absorber, de l'intégrer, cette réalisation de ce qu'ils sont réellement. On arrive à une heure, un peu plus d'une heure d'entretien. Si on pouvait faire une synthèse, voilà, à destination de quiconque regarde cette vidéo et se dit, tiens, j'ai envie de mettre en place quelque chose justement pour libérer, pour aller mieux, etc. Moi, je reprends un petit peu tout ce qu'on s'est dit. J'ai pas mémorisé tous les éléments qui, je crois, viennent de la Gestalt que tu as évoqué, mais à mon avis, ça commence par des éléments fondamentaux. Euh, écouter le corps. Écouter le corps, Oui, observer les émotions, ne pas lutter contre et reconnaître la vérité de ce qui se passe au travers de soi, quand bien même ça nous paraît injuste, ingrat, inacceptable, pervers, triste, euh, négatif, parce que ça fait néanmoins partie de qui nous sommes. Et engager, à partir de cette mise en lumière-là, un travail d'assouplissement et de libération de ce qui nous engorge. Est-ce que ça te semble être un point de départ? Voilà, si on devait dire à quelqu'un, là, en 5 minutes, qu'est-ce qu'on peut faire pour commencer à engager un mouvement dans le sens de plus de conscience? oui, en effet, tu l'as assez bien résumé. Peut-être on peut rajouter encore de suspendre, trop vite aller dans des jugements ou alors de faire appel à une pensée dogmatique, de s'appuyer sur des dogmes ou des choses qu'on a entendues, parce que ça se fait comme ça que ça doit être vrai, en quelque sorte. On recule par rapport à des concepts intellectuels qu'on trouve partout dans notre culture et de vraiment se remettre, à retourner à la source, choses même, les choses, comme tu dis, qu'on ressent et qu'on comprend aussi. La compréhension est très importante. Et questionner notre compréhension toujours. Et toujours se demander, est-ce que je peux aller un peu plus loin? Encore questionner encore un peu plus. Et d'essayer de vraiment trouver l'essence des choses qui nous intéressent, la gestalt. Au fond, mon problème, c'est toujours cette question. Au fond, je vis quoi en ce moment? Au fond, mon problème, c'est au fond, chose que je ne veux pas admettre. Quelle chose je ne veux pas voir chez moi et dans mes relations autour de moi, hein. Oser nommer ça et de s'encourager de suivre sa compréhension et son intuition et de questionner aussi les choses qu'on a pensé, qu'on a cru que sont des certitudes, hein, mais aussi des certitudes intellectuelles, parce qu'on sait, et ça c'est le message que je tiens par rapport au trauma, notre intuition et notre intellect peuvent être biaisés par le trauma.
Donc c'est vraiment difficile de naviguer à travers et c'est pour ça que je trouve c'est très important de faire appel à cette idée de réduire la souffrance. Le but, ça doit être de réduire ma propre souffrance et la souffrance des êtres autour de moi. Je te remercie une fois de plus, Ansgar, pour ce deuxième entretien. J'espère qu'on aura l'occasion d'en faire d'autres. Oui, volontiers. J'apprécie toujours les échanges avec toi et je me réjouis de la suite. Et merci beaucoup à toi, Balthazar, pour ton engagement dans ces sujets-là. Merci. Merci infiniment. Encore une fois, je te dis merci parce que les perspectives que tu as amenées, y compris sur la chaîne de la Gazette de l'Abîme, mais par ailleurs, je l'observe, résonne beaucoup avec beaucoup des personnes qui sont en quête ou en chemin dans cet espace-là. Et c'est pour ça que j'ai plaisir à t'inviter. C'est pour justement fluidifier les informations que tu nous amènes. Merci et je reste à disposition. Bonne journée à toi. Bonne journée, Balthazar.